Donc on démarre aujourd'hui le cours d'hydrodynamique, d'hydrostatique et d'hydrodynamique. Donc c'est ce qu'on appelle parfois la mécanique des fluides. Alors on a quelques cours seulement sur ce sujet. Et donc, on ne va pas tout traiter, on va aller un peu vite. Je vous ai distribué des exercices. On ne fera pas tout non plus, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais d'abord rappeler ce que c'est qu'un fluide, disons de façon opérationnelle. Donc, ça correspond aux états de la matière liquide ou gazeux. Par opposition au solide, bien sûr. Et donc un fluide est constitué de molécules qui sont libres de se déplacer les unes par rapport aux autres. Alors on peut avoir un fluide parfait dans lequel on va négliger en fait les interactions directes entre les molécules. On peut avoir des fluides moins parfaits. Y compris avec des forces internes de type viscosité. On verra ça un petit peu plus tard dans le cours. Enfin, disons dans la semaine, parce qu'on va aller très vite. Ce serait bien qu'on boucle tout ça cette semaine, soit dit en passant, avant que vous partiez en stage. Donc je laisse de côté pour l'instant la question de la viscosité. Donc essentiellement, ce qui était bien avec les solides, on a vu la mécanique du solide, c'est qu'en fait, le fait que le corps soit un solide, c'est-à-dire que la distance entre deux points quelconques ne varie pas, implique l'équiprojectivité des vitesses, qui implique qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour le mouvement d'un corps solide. Il peut soit être en translation, tous les points à la même vitesse, soit être en rotation combinée avec une translation le long de l'axe. Vous vous rappelez de ça? Et donc, en gros, si on arrive à caractériser le mouvement du centre de masse et le mouvement de rotation autour de centre de masse, bah ça y est, on a toute la dynamique du solide. Alors pour déterminer le mouvement du centre de masse, on a le théorème du centre d'inertie, m d de Vg sur dt égale somme des forces. Et puis pour déterminer comment la rotation peut être affectée éventuellement par la présence de force, on a le théorème du moment cinétique qui nous dit que d de sigma par rapport à un point O sur dt égale somme des moments des forces au point O. Si O est un point fixe, vous vous rappelez, ou alors si c'est le point G. Bon, on révise au passage pour samedi. Donc, avec ça, on a accès, si on connaît les forces, évidemment, si on ne connaît pas les forces, on ne peut pas déterminer le mouvement, mais si on connaît les forces, on peut déterminer facilement le mouvement d'un solide, juste en caractérisant le mouvement du point G et la variation du vecteur rotation, puisque vous vous rappelez qu'ici, par exemple, pour un axe, sigma autour d'un axe, c'est le moment d'inertie autour de l'axe fois oméga. Et le corps est toujours caractérisé à chaque instant par un vecteur rotation et la vitesse d'un point, par exemple, je sais pas, un point A dans le solide. Et à ce moment-là, on a le champ de vitesse. Pour tout point B, on a VB qui vaut VA plus oméga vectoriel AB, ou BA vectoriel oméga, la fameuse relation de Varignon. Bien. Donc pour le solide, c'est facile. Parce que bien qu'on ait une infinité de points, enfin un nombre gigantesque de points matériels sur lesquels s'appliquent les lois fondamentales de la physique, on peut traiter globalement le corps de cette façon-là. Dans le cas d'un fluide, eh bien, on n'a plus la contrainte que le mouvement d'un endroit du fluide est très contraint par le mouvement à un autre endroit du fluide. Et donc, il nous faut, pour résoudre un mouvement fluide, déterminer la vitesse de chaque point du fluide qui peut complètement être différente de la vitesse à un autre point. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'en principe on a une infinité, enfin un nombre gigantesque d'équations qui s'appliquent chacune sur chaque point matériel constituant le fluide. Les équations de Newton restent vraies, ce sont les équations universelles de la physique. Sur chaque constituant élémentaire du fluide, on a cette équation-là.
avec des forces éventuellement internes, et puis surtout donc sans les contraintes que je viens de rappeler pour le solide. Alors comment on fait ça? Eh bien, miraculeusement, on peut quand même dire des choses très générales sur le mouvement des fluides. Pour ce faire, on va réduire, on va adopter une approche qu'on appelle mésoscopique, qui consiste à faire quand même mieux que traiter le mouvement de chaque molécule au sein du fluide, parce que ça c'est vraiment impraticable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer la moyenne des mouvements de toutes les particules fluides au sein, de tous les constituants du fluide au sein de ce qu'on appelle une particule fluide, qu'on va traiter comme un point matériel. Donc la particule fluide, elle est à l'échelle mésoscopique. Ça veut dire qu'elle est suffisamment grande pour qu'il y ait plein de constituants à l'intérieur, de sorte qu'on va pouvoir établir une moyenne sur l'ensemble des constituants. Mais elle est quand même microscopique à l'échelle, par rapport à notre échelle. Donc elle est très petite devant l'échelle macroscopique, de telle sorte qu'on va pouvoir considérer dans un écoulement fluide, par exemple une rivière comme ceci, on va pouvoir considérer que chaque petite particule fluide a son propre mouvement qui peut n'avoir rien à voir avec le mouvement d'une autre particule ailleurs dans le fluide. Donc, on va traiter les écoulements, c'est-à-dire les mouvements des fluides, à l'échelle mésoscopique, en introduisant donc cette notion de particule fluide qui a une taille grande devant l'échelle microscopique et petite devant l'échelle macroscopique. Donc, encore une fois, je me répète, mais ça permet de faire des moyennes. Donc ça, c'est mésoscopique. Ça permet de faire des moyennes. On va voir donc comment s'écrivent les lois de la physique qui, je le rappelle, ne sont rien d'autre que mdv sur dt, ou dp sur dt égale somme des forces. Il n'y a pas d'autre loi dans la mécanique. Mais on va voir comment ces lois qui s'appliquent sur chaque particule individuelle peuvent se traduire pour le fluide en général. Alors, la grande particularité, donc, c'est que résoudre un écoulement, ce n'est pas juste déterminer la vitesse d'un point et un vecteur rotation, ça va être donc déterminer la vitesse de chaque point du fluide. En chaque point où il y a un fluide, il y a une vitesse qui peut être différente, donc V dépend de R et dépend du temps, éventuellement, parce que ça peut changer. Oui ? Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais une particule fluide, on considère que c'est indéformable ? En fait, oui, on la traite comme un point matériel situé à la position R, c'est-à-dire que ça n'a même pas vraiment de sens de dire qu'elle est indéformable puisqu'on ne s'intéresse pas à sa forme en fait. Mais donc, si vous voulez, oui, c'est indéformable, mais on considère que c'est un point. On considère que à ce point-là, donc j'ai une origine quelque part, au point R, au point M caractérisé par le vecteur position R, le fluide, c'est-à-dire les particules fluides qui sont là, ou la particule fluide qui est là, a une vitesse V de R. Et évidemment, ça peut aussi dépendre du temps, donc V de R et de T. Donc oui, si vous voulez, on considère que c'est indéformable, mais plus exactement, on ne s'intéresse pas à la forme. Enfin, ça n'a pas de forme, une particule fluide. Ça caractérise l'état du fluide au point où on regarde, au point R. En ce point-là, il y a alors, il va y avoir justement une distribution, disons, il va y avoir une valeur pour toutes les grandeurs physiques qu'on peut souhaiter introduire. Par exemple, donc, en chaque point R, je vais l'écrire explicitement, en chaque point R, il y a une vitesse que je vais appeler moyenne, mais c'est moyenne à l'échelle mésoscopique. Je mets des guillemets, donc V de R. Il y a une température, par exemple.
T de R. Ça peut dépendre du temps aussi. Il y a une densité du fluide, ρ de R. Il y a, je ne sais pas, il peut y avoir aussi une densité de charge électrique, pourquoi pas? Donc ça, c'est une densité de masse. Une densité de charge, que je peux appeler ρe de R, ρ électrique, si vous voulez. Il peut y avoir d'autres propriétés, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir une concentration d'une certaine molécule, d'accord? Si vous faites des écoulements, de la chimie en écoulement, vous allez avoir en chaque point une certaine concentration de tel ou tel réactif, par exemple. Donc, en chaque point, vous pouvez définir les grandeurs physiques ont une certaine valeur, et donc toutes ces grandeurs physiques sont des champs au sens où ils ont une valeur en chaque point de l'espace. D'accord ? Donc la vitesse devient un champ de vitesse, la température devient un champ de température, la densité un champ de densité, etc., etc. Donc on a des champs de grandeur physique. C'est-à-dire en chaque point, il est possible que les valeurs soient différentes, mais il y a en chaque point une valeur bien définie. Champs de grandeur physique, qui peuvent être donc des champs vectoriels, comme pour la vitesse, des champs scalaires, comme pour la température ou la densité. Voilà. Et donc on va chercher, connaître l'état du fluide, c'est connaître la valeur de toutes les grandeurs physiques en chaque point du fluide. Donc, ces grandeurs, pour pouvoir les définir, on les moyenne à l'échelle mésoscopique, c'est-à-dire que quand je dis au point R, il y a une certaine vitesse, par exemple là je souffle, en chaque point de l'espace il y a une certaine vitesse du fluide. Il est évident que si je prends un petit élément de volume de l'air que je viens de souffler, les molécules là-dedans, elles ne vont pas toutes exactement à la même vitesse comme ça. Si c'était le cas, d'ailleurs, la température serait nulle. À cet endroit-là, il n'y aurait pas d'agitation thermique. C'est évidemment pas le cas. Donc en réalité, quand je souffle comme ça une petite particule de fluide de gaz, ou si vous prenez un cours d'eau avec de l'eau qui s'écoule, en chaque point, vous dites, on le voit, on voit qu'il y a une certaine vitesse par là, ici. Il peut y avoir un tourbillon, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, ça revient par là, puis à cet endroit-là, ça revient par là. En chaque point, on voit bien qu'il y a une vitesse, mais ce n'est pas la vitesse des molécules individuelles. En chaque point, en fait, si je grossis cette échelle mésoscopique, en chaque point, il y a des molécules qui vont par là, par là, par là. En fait, elles vont quasiment... leurs vitesses sont quasiment isotropes. Mais globalement, si on fait la moyenne, c'est-à-dire si vous voulez la somme de toutes ces vitesses, puis vous divisez par le nombre de particules, vous allez voir par exemple que la somme de tout ça, ça fait une petite... tout s'annule, sauf une petite vitesse supplémentaire. Donc la moyenne des vitesses... en fait, là, c'est bien exagéré par rapport aux flèches que j'ai choisies. Peut-être qu'en moyenne, ça va comme ça. Si je fais si je fais la moyenne de toutes les vitesses individuelles. Et donc, l'idée de cette échelle mésoscopique, c'est de se dire, à l'échelle où je regarde, à l'échelle que je considère du point de vue macroscopique comme étant infinitésimale, il y a quand même encore une infinité, un nombre gigantesque de particules à l'échelle microscopique. Donc, je me mets à une échelle où, pour moi, c'est infinitésimal. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de connaître plus de détails que ça. Si je vois que cette particule-là, en gros, elle va par là, celle-ci par là, c'est bon, je suis content. Dedans, évidemment, si je devais suivre chacune des molécules, ce serait l'enfer. Et surtout, ça n'a strictement aucun intérêt. Puisque, justement, tout ça si on est à l'équilibre thermodynamique, tout ça va dans tous les sens, tout ça s'entrechoque en permanence. Une particule, à chaque fois qu'elle en rencontre une autre, elle change de vitesse. Bref, ce n'est pas ça qui est intéressant. Donc, on se met vraiment à cette échelle mésoscopique où il y a suffisamment de particules pour pouvoir faire des moyennes qui ont un sens, c'est-à-dire qui sont stables dans le temps, qui sont stables même à l'échelle. C'est-à-dire, si je prends ce petit volume pour calculer ma moyenne, ou bien celui-là, je vais trouver pareil à une fluctuation microscopique près. Donc c'est vraiment l'idée. Je me place à une échelle où il y a suffisamment de particules pour que la vitesse soit bien définie et ait un sens à l'échelle macroscopique. OK. Alors, il y a deux points de vue importants qu'il faut que vous connaissiez pour décrire l'état du fluide à un instant donné. Il y a le point de vue
de l'air et le point de vue de Lagrange. Alors Euler et Lagrange, vous connaissez tous Euler, cet immense mathématicien, physicien aussi, et Lagrange également. Quel siècle Euler et Lagrange? 18e, hein, ouais. Donc ils couvrent tous les deux. Alors Lagrange est plus jeune, de 30 ans je crois. Je crois qu'il est né 30 ans après, qu'il est mort 30 ans après, grosso modo. Ils sont... Donc ça couvre tout le 18e. Lui est né plus tôt dans le 18e, et il est mort avant la fin, et lui il est né un petit peu plus tard, et il est mort au début 19. Enfin, en gros, il couvre le 18e. Alors, deux points de vue. Le point de vue de l'air consiste à décrire le champ de vitesse. Donc, description du champ de vitesse dans le fluide. À un instant t. C'est-à-dire que, bon, si le fluide occupe le tableau, là je suis à 2 dimensions, je vais avoir en ce point-là cette vitesse-là, 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 etc. Et donc, en chaque point, c'est déjà ce que j'ai écrit, hein, mais c'est à chaque instant, vous avez en chaque point une certaine vitesse. Le point de vue de Lagrange consiste à suivre le mouvement des particules fluides au cours du temps. Donc suivre au cours du temps le mouvement des particules fluides identifiées. Identifiées, c'est-à-dire, on va s'intéresser à une particule fluide qu'on va caractériser par exemple par sa position à l'instant t égale 0. Et donc cette particule fluide, au cours du mouvement, elle va suivre une trajectoire, elle va se retrouver ailleurs. À chaque instant, elle va être ailleurs. Mais je vais suivre dans son mouvement la particule fluide que j'ai identifiée par sa position initiale, par exemple. Donc la particule fluide qui était ici à l'instant t égale 0, ce n'est pas la même que celle qui était là à l'instant t égale 0. Et dans le mouvement, eh bien celle-ci va se retrouver là, celle-ci va se retrouver là. Et donc, le point de vue de Lagrange consiste à se demander où est la particule R qui était... Donc, où est la particule R à l'instant t, sachant qu'elle était en R0 à t égale t0. Donc ça définit de quelle particule je parle. C'est la particule qui était en R0 à l'instant t égale 0. Et bien maintenant, à l'instant t, elle est en R. Et quelle est sa vitesse? Et bien maintenant, elle a une vitesse v, qui n'est rien d'autre que la dérivée de ça par rapport au temps, bien sûr. Donc c'est la vitesse à l'instant t de la particule qui était en R0 à t égale t0. Tandis que dans l'approche de l'air, eh bien, on s'intéresse au fluide tel qu'il est à l'instant t, puis tel qu'il est à l'instant suivant, bien sûr. On va quand même suivre l'évolution dans le temps, mais quand on dit qu'en ce point-là, il y a une vitesse v de r, c'est-à-dire de ce point-là et de t, je ne sais pas en disant ça où était cette particule fluide qui est là maintenant et qui a cette vitesse-là, je ne sais pas où elle était à l'instant t égale 0. Et puis je m'en fiche. Donc le point de vue de l'air permet d'avoir une vision globale de l'état du fluide à un instant t. Voilà ce qu'il en est. En chaque point, il y a une certaine vitesse. Et le point de vue de Lagrange consiste plutôt à suivre les particules dans leur mouvement. Si je me donne cette vitesse-là, je peux savoir, donc, j'identifie chaque point à un instant t égale 0. J'identifie toutes les particules fluides définies par là où elles sont à l'instant considéré. Je peux donner l'ensemble des vitesses de ces corps-là à un instant ultérieur. Mais si je donne ça, je ne sais pas où elles sont. Je sais quelle est leur vitesse maintenant. J'ai besoin aussi de savoir
où est leur position pour avoir une idée complète de ce qui s'est passé. Donc ça, quelque part, c'est incomplet parce que, ok, on a la vitesse en chaque point, mais on ne sait pas d'où venait la particule, on s'en fiche, on se dit maintenant, à cet endroit-là, il y a une particule qui a telle vitesse. Très bien. Peu importe d'où elle venait. Ça, c'est incomplet pour une autre raison. Enfin, disons, c'est incomplet si je me donne que les vitesses, parce que je ne sais pas où sont les particules dont je parle. Je sais de quelles particules je parle, je sais quelle est leur vitesse maintenant, mais je ne sais pas où elles sont. Donc, si je veux compléter le tableau, j'ai besoin de rajouter un. Donc, c'est deux approches différentes. Évidemment, si on a ça, on peut passer à ça. Si on a ça, on peut pas passer à ça. Mais c'est deux approches différentes. Il faut bien que vous ayez en tête la différence. Donc, ça vous donne une image claire de l'état du fluide à chaque instant. Et ça, donc ça, c'est, en général, c'est cette approche-là qui est le plus couramment suivie. Par contre, cette vision-là, c'est celle qui nous permet de nous rattacher le plus facilement à la vision de la mécanique classique de solide. Parce que vous prenez une particule, elle subit certaines forces, et donc elle obéit aux équations de Newton. Si vous connaissez les forces qui s'appliquent en chaque point chaque point du fluide, vous prenez la particule, et elle subit des forces, donc sa vitesse va varier comme ça, et elle va se retrouver là où elle va se trouver du fait de cette force, comme si c'était en fait une vraie particule solide. Donc le point de vue de Lagrange va être très utile pour établir les équations du fluide, mais connaître le champ de vitesse à un instant t, in fine, c'est ça qu'on veut, si on veut vraiment décrire l'état du fluide à un instant donné. Alors peut-être qu'on peut l'écrire directement. Après, on va faire la statique, mais vous voyez, je suis parti directement dans la dynamique, mais c'est bien. C'est-à-dire, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on a un fluide. Parce que quand on fait de la statique du fluide, qu'il soit solide ou fluide, c'est pareil puisqu'il ne bouge pas. Donc c'est que la distance entre deux points reste constante. Donc un fluide au repos, quelque part, il est solide. Enfin, il ne l'est pas d'un point de vue intrinsèque, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc oui. Oui, alors CO, c'est tout ce qui est fluide, mais ça marche, enfin tout ce qui est liquide, mais ça marche aussi pour les fluides en fait. Là, tout ce que j'ai dit, évidemment, vaut pour n'importe quel corps. Il faut simplement qu'il y ait suffisamment de constituants à l'échelle mésoscopique, enfin, à l'échelle microscopique, pour qu'on puisse faire des moyennes à l'échelle mésoscopique. Mais oui, bon, on appelle ça hydro. Mais la racine grecque, c'est effectivement l'eau. Tout à fait. Alors, voyons ce qui se passe, voyons ce qu'il advient d'une particule fluide. Alors, je vais... Vous voyez que pour écrire donc l'équation du fluide, en suivant chaque particule au cours du mouvement, je vais devoir écrire une dérivée par rapport au temps, ici d'une vitesse. Comment on écrit une dérivée par rapport au temps d'une vitesse qui, si je reprends cette approche lagrangienne, dépend du temps bien sûr, mais dépend d'une position initiale. Et donc à chaque instant, cette particule va être ailleurs, mais je ne sais pas où tant que je ne résous pas cette équation, enfin l'équation qui va donner aussi sa position. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon fil. Comment on va dériver? Oui, comment on va dériver? Oui, mais... Oui, la vitesse en un point dépend du temps, mais la vitesse d'une particule fluide dépend du temps, mais oui, enfin sa position aussi en dépend. Donc, comment relier tout ça? En fait, ça va devenir clair tout de suite. Je me suis un peu embrouillé dans ma phrase, mais je vais en fait montrer comment on peut dériver une grandeur physique, n'importe laquelle, puis après on l'appliquera en particulier à la vitesse. Donc, comment varie une grandeur physique que je vais appeler G au cours du temps lors du mouvement du fluide. Donc je prends une particule fluide, j'ai une certaine valeur
lorsque le fluide est en R à l'instant t. Si je veux regarder maintenant ce qu'il vaut à l'instant t plus dt, je dois considérer que cette particule fluide n'est plus en R, mais en R plus dr. Elle s'est déplacée aussi. Enfin, il se peut par hasard qu'elle n'ait pas bougé, mais de manière générale, elle se sera déplacée. Donc, elle va être en R plus dr à t plus dt. Donc, la variation au cours du temps t de la grandeur R, de la grandeur G, pardon, ça va être, dg pendant dt, ça va être ça moins ça, tout simplement. Il n'y a rien de mystérieux. Donc c'est G de R plus dr. Alors que vaut dr? Bah, si au point R, si la particule va à la vitesse v, dr c'est v dt, tout simplement. Hein? Donc plus v dt. Pardon. 1 à t plus dt, voilà, moins g de rt. Donc là, en fait, on a une fonction de plusieurs variables. Je vais mettre des coordonnées cartésiennes là-dedans, par exemple. Donc ça, on a un g de x plus vx dt, virgule y plus vy dt, virgule z plus vz dt. Hein. Le dz, c'est la vitesse suivant z fois dt. Et puis, virgule t plus dt, tout ça moins g de x, y, z, t. OK? Bon, pardon pour ces trivialités, mais je le mets explicitement parce que, évidemment, ce qu'on va obtenir va être extrêmement important pour l'écriture de l'équation de la physique du fluide. Donc, je vais simplement écrire le développement limité de ceci. Si j'ai f de x plus dx moins f de x, bah ça, c'est df sur dx fois dx, d'accord, par définition. Enfin, au premier ordre. Quand on fait tendre dx vers 0, c'est la définition de la dérivée. Quand vous avez une fonction à plusieurs variables, la dérivée, c'est la dérivée partielle. Donc tout simplement, ça, c'est dg sur dx fois le petit déplacement, c'est-à-dire vx dt, plus dg sur dy en dérivée partielle fois le petit déplacement suivant y, donc vy dt, plus dg sur dz vz dt, plus dg sur dt f fois dt. OK? Est-ce que tout le monde voit ça? Ouais? Une variation infinitésimale. Alors, au premier ordre, mais ce d-là, c'est la différentielle. Donc, c'est la limite quand dt tend vers 0. En fait, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais diviser tout ça par dt et faire tendre dt vers 0. Et à ce moment-là, cette égalité qui n'est que le premier terme d'un développement va devenir une égalité exacte. Donc, en fait, je vais l'écrire là-haut. Ce simple développement tout à fait élémentaire me permet d'écrire que dg sur dt est égal à, alors je vais mettre ce terme-là en premier, ça fait d rond g sur d rond t, plus, donc je divise tout par dt, pas de problème, donc plus vx d sur dx plus vy d sur dy plus vz d sur dz, tout ça appliqué à g, si vous acceptez de factoriser cet opérateur dérivé là. En fait, c'est vx dg sur dx plus vy dg sur dy plus vz dg sur dz. Bon, on peut le noter comme ça. OK? Alors, cette dérivée-là, c'est ce qu'on appelle la dérivée particulière, c'est-à-dire c'est la dérivée en suivant la particule. Hein, on a adopté le point de vue de Lagrange, on regarde la particule, elle se déplace au cours du mouvement, du coup elle change aussi de position, et en changeant de position,
la grandeur physique qui la caractérisait à un certain endroit, elle peut être différente, parce qu'à un autre endroit, ça peut avoir une autre valeur. Et puis en plus, ça a pu évoluer dans le temps. Donc on a bien une grandeur qui dépend de la position et du temps. Et si on regarde pour une particule donnée, comment a varié cette grandeur quand on passe de t à t plus dt, eh bien on trouve que c'est la variation de g en ce point-là par rapport au temps, mais plus un terme supplémentaire. Donc ça, je vais noter dérivée particulière. Donc ça veut dire en suivant la particule, ça s'appelle comme ça. Parfois on la note même avec un grand D G sur grand DT pour vraiment se souvenir que le petit d c'est tellement une façon habituelle d'écrire des dérivés. Là il faut faire bien attention que cette dérivée n'est pas la même que celle-là. Pas juste parce que ça dépend, que G dépend aussi de X, de Y et de Z, mais simplement parce que là, on a suivi la particule. C'est pas qu'on est à un endroit, puis on regarde comment ça varie en fonction du temps, même si ça pouvait dépendre d'autre chose. On a pris la particule, si elle se retrouve là, elle a varié de quelque chose, si elle se retrouve là, elle a varié d'autre chose. Enfin, on a suivi la particule. C'est vraiment la variation de la valeur de la grandeur G pour la particule en question bien identifiée. Donc cette dérivée particulière s'écrit comme ça. On a la variation de G au cours du temps, normal, plus ce terme-là, donc, qui est un terme supplémentaire, dont vous voyez qu'il peut s'écrire en introduisant le vecteur nabla qu'on a déjà introduit, comme V scalaire nabla appliqué à G. Nabla étant, en cartésienne, l'opérateur de dérivation qui dérive chacune des composantes par la coordonnée cartésienne correspondante. D'accord ? Ah, c'est le même nabla qu'on a vu quand on écrit F égale moins gradient de l'énergie potentielle, par exemple. Voilà, donc on a obtenu ce résultat très important qui est que dg sur dt, c'est dg sur dt rond plus v scalaire nabla g. Et donc en fait, je peux même écrire sous forme d'opérateur. C'est vrai pour n'importe quelle grandeur g. Donc j'écris la relation directement entre les opérateurs de dérivation. La dérivée particulière liée à la particule. La dérivée particulière, c'est la dérivée partielle plus v scalaire nabla, qui est un terme qu'on appelle parfois un terme d'advection ou de convection. Ça dépend un petit peu des contextes. Hein. C'est-à-dire qu'on voit que la grandeur est transportée avec la vitesse v ici. C'est-à-dire, même si la grandeur g ne variait pas dans le temps, d'accord ? Oui, voyez ça comme ça. Donc, j'efface ça. Juste, je vous le laisse contempler une dernière fois pour que vous voyez qu'il n'y a rien du tout là-dedans que l'évidence de ce que c'est que regarder la différence entre ce que ça vaut à l'instant t et ce que ça vaut à l'instant t plus dt. Comme on s'est aussi déplacé, quand on change t, on change aussi la position. Et du coup, pouf, pouf, c'est juste... on écrit ce que c'est qu'une variation d'une grandeur qui dépend de plusieurs variables. Donc, ceci est une trivialité, mais absolument capitale. Donc, j'efface maintenant et je réponds à votre question. Oui. Ah, je fais une erreur. Là ? Ah oui, merci, sur des ronds Z, absolument. Bien vu. C'est bien un gradient, d'accord ? Alors... si vous faites gradient scalaire un vecteur A, ça c'est le gradient de A. Mais si vous faites gradient... Pardon. Non, ça c'est la divergence de A. Si vous faites gradient appliqué à une fonction scalaire, ça c'est le gradient de la fonction. D'accord ? Non ? On y reviendra. On l'appelle parfois gradient ce nabla, il faut faire très attention parce que suivant ce à quoi on l'applique, ça pourra donner un gradient si on l'applique à un champ scalaire. Si on l'applique à un champ vectoriel, il y a deux façons de l'appliquer, soit en prenant le produit scalaire, et ça c'est la divergence, soit en prenant le produit vectoriel, et ça c'est le rotationnel. Mais on y reviendra.
Donc en tout cas, nabla, c'est cet opérateur-là. C'est juste une façon simple d'écrire les choses. Et surtout, si on l'écrit comme ça, vous voyez que ça dépend du choix des coordonnées. Ça s'écrit comme ça en coordonnées cartésiennes. Si on change de coordonnées, ça s'écrit autrement. Tandis que le vecteur nabla, il est ce qu'il est. Enfin, l'opérateur vectoriel nabla, il est ce qu'il est, indépendamment du choix de coordonnées. Donc ceci est vrai. Si on l'écrit en cartésienne, eh bien, ok, nabla vaut ça. Si on l'écrit dans d'autres systèmes de coordonnées, ça vaudra autre chose. Mais ceci est une relation intrinsèque. Oui, alors donc ce que je voulais dire, c'était, vous voyez que même si G, la grandeur G, ne dépend pas du temps, par exemple, la température, par exemple, la température de l'eau dans une rivière qui part de Chamonix et qui finit dans la mer. Il est évident que... alors, et je suppose que entre l'instant T0 et 1 heure après, en chaque point de la rivière, la température est la même. Non, c'est-à-dire, si vous mettez en un point donné, la température ne va pas varier. Si vous changez de position, par contre, ça va varier. Quand vous êtes à Chamonix, elle est plus froide que quand vous jetez dans la mer. D'accord ? Et donc, tout est là. Même si la grandeur G, en chaque point et à chaque instant, est constante dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne dépend que de la position. Elle ne dépend pas du temps. Donc, même si la grandeur G ne dépend pas du temps, ça veut dire que dg sur dt égale 0. Mais néanmoins, vous allez avoir un grand dg sur grand dt, c'est-à-dire la dérivée de la valeur de g en suivant la particule, qui va varier. Parce que la particule, elle part de Chamonix, il fait froid, et puis elle arrive dans la mer, il fait plus chaud. Donc, en suivant la particule, la grandeur physique a varié, bien que la grandeur physique en chaque point ne varie pas. C'est parce que la particule s'est déplacée. Enfin, c'est assez évident. Et on voit bien que donc la valeur d'une grandeur physique pour une particule fluide peut varier même si la particule ne bouge pas, même si V égale 0, je vais peut-être le réécrire avec le G comme ça. Même si V égale 0, si la particule ne bouge pas, la grandeur peut varier si elle varie en ce point-là, si elle dépend du temps. Donc, si V égale 0, la valeur G peut varier, si dg sur dt n'est pas nul, d rond. Inversement, même si G en fait ne varie pas, en aucun point la valeur de G varie, donc ça ne dépend pas du temps, la valeur peut quand même varier, simplement parce que la particule va se retrouver ailleurs où maintenant il y a une autre valeur. D'accord ? Donc il y a vraiment deux termes pour la variation dans la dérivée particulière. Le fait que en chaque point, la grandeur peut dépendre du temps, et le fait que la grandeur dépend de la position où on se trouve, et donc même si elle ne dépend pas du temps, si on change de position, évidemment, on va avoir une valeur différente. Oui. Je me souviens plus du vocabulaire, justement, quand on parle de champ variable en fonction du temps ou de champ variable en fonction du temps. Alors là, on dit que quand ça est différent de 0, on dit que G dépend explicitement du temps. C'est-à-dire, dans l'écriture G de R et de T, si dg sur dt est différent de 0, vous voyez que G dépend explicitement du temps. Si dg sur dt égale 0, alors en fait, ce G de R et de T n'est qu'un G de R, et donc il ne dépend pas explicitement du temps. C'est un champ permanent? Oui, champ permanent, absolument. Oui. Voilà. Donc si ça dépend explicitement du temps, ça a une dérivée partielle non nulle. Sinon, non. Enfin, sinon, une dérivée partielle nulle. Et donc ça, c'est la dérivée particulière, etc. OK. Bon, ça, c'est important de bien voir comment passer d'un point de vue à un autre. Donc ça, c'est une grandeur qui est définie en chaque point à chaque instant. Donc si vous voulez, c'est le point de vue de l'air, ça. G est donné à chaque instant, en chaque point. Peu importe d'où viennent les particules qui sont à cet endroit-là, à ce moment-là. Ça, c'est une caractéristique du lieu que l'on considère à l'instant où on parle. Et donc prendre la dérivée particulière, c'est le point de vue de Lagrange. Donc
cette relation, qui est très simple, qui se démontre vraiment juste en écrivant ce que ça veut dire dg sur dt, de passer de là à là, relie les deux points de vue. Ok, alors appliquons maintenant ça à la particule fluide, à une particule fluide quelconque dans le fluide. Donc on a vu qu'on avait m, enfin ça c'est, on l'a vu depuis toujours, on l'a vu depuis Newton, que m dv sur dt égale somme des forces, rien d'autre à en dire, sauf que ce d-là, c'est le d en suivant la particule. Donc en fait, c'est le grand D dont on a parlé. Donc l'équation du fluide qui porte non plus sur la vitesse de la particule dont on parle, mais la vitesse qu'il y a au point R, pour n'importe quel point R considéré, cette équation s'écrit, il suffit de remplacer ce que vaut d sur dt, grand D sur grand dt, par ça, et donc on obtient m dg sur dt, pardon, dv sur dt, maintenant c'est v, plus v scalaire nabla appliqué à v égale somme des forces. Voilà. Donc ça, c'est effectivement l'équation de l'air. Ça marche avec l'eau. Pardon? Non, je dis que ça marche avec l'eau. Avec l'eau? Pas mal, pas mal. Je l'avais jamais entendue celle-là, pourtant elle est assez évidente, mais merci. Qui a c'est oui. Du coup, il ne manque pas des parenthèses par rapport au temps. Ah oui. Oui, merci. Ok, alors, comme on suit une particule fluide, on va considérer, donc, on considère bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais parler de l'échelle mésoscopique, ça revient à ça, c'est-à-dire qu'on considère que le fluide est un champ, est un milieu continu, un continuum. Encore une fois, si on regarde l'échelle microscopique, l'air ou l'eau, ce que vous voulez, n'importe quel fluide, il y a des endroits où il y a une molécule, puis à côté, il n'y a rien. Donc c'est un milieu discontinu. Mais on se place à une échelle où il y a toujours, enfin, à chaque point, on associe la moyenne de ce qu'il y a autour, grosso modo. Donc c'est un milieu continu. En chaque point, il y a du fluide avec sa densité, sa température, sa vitesse, tout ce que vous voulez. Alors, donc, ce milieu continu, on va considérer un petit volume d'étau. Et donc, sa masse, c'est évidemment dm. Le d, rappelant que c'est un petit élément infinitésimal, c'est ρ d'étau par définition de la masse volumique, ou la densité volumique. La densité de masse au point R à l'instant T. Si vous voulez, cette relation définit la densité volumique. Ce qu'on appelle densité, c'est la masse de l'élément considéré divisé par son volume. Masse volumique. Je vais l'écrire peut-être comme ça. Je ne sais pas si densité de masse, c'est un terme... Il ne faut pas confondre avec densité, qui est la densité d'un corps, c'est par rapport c'est sa masse volumique divisée par la masse volumique de l'eau. On appelle ça aussi comme ça. En même temps, c'est une densité de masse au sens arbitraire, au sens habituel, comme on dit une densité de charge, c'est la charge par unité de volume. Une densité de n'importe quoi, c'est la chose par unité de volume. Densité volumique. Bon, bref, on peut l'appeler aussi masse volumique. Donc, par définition, ρ, c'est dm sur dt. Oui. Quand on s'intéresse à une particule fluide, du coup, on considère que c'est le volume ou la masse qui est constante. La masse. Oui, c'est la masse. Voilà, c'est un ensemble de particules bien identifiées. Alors, là où c'est compliqué, c'est que dans une particule fluide, en fait, les molécules elles peuvent rentrer et sortir, puisque en fait, on ne les suit pas. Donc, c'est très virtuel.
Enfin, c'est très... Oui. C'est-à-dire qu'il y en a toujours le même nombre, en tout cas. Oui, oui, oui. Disons que les fluctuations en nombre sont complètement négligeables. C'est pour ça qu'il faut une échelle mésoscopique où il y a plein de particules qui constituent ce petit volume, tellement que si on en perd 200 milliards, ça ne fera aucune différence. Vraiment, et c'est vraiment ça. Hein, une mole, c'est colossal. D'accord ? Vous pouvez retirer 1 milliard de molécules à une mole, il en reste autant. Strictement autant, enfin à 1 milliard près, mais c'est-à-dire à 10 moins 14 près. D'accord ? Hein ? Donc, d'accord ? Bon. Ok, donc on peut réécrire cette équation-là par unité de volume. Hein, si je remplace la masse ici par rho des taux, je vais avoir rho des taux ici, et donc, et puis c'est tout. Et donc ensuite, je vais tout diviser par des taux, et donc je peux écrire rho dV sur dt plus rho, je ne sais pas si vous voulez le mettre en facteur, ouais, je vais le mettre en facteur, plus V scalaire nabla V, tout ça, c'est égal à la somme des densités de force du coup. Alors, je ne sais pas comment l'écrire. Je pourrais peut-être l'écrire phi, tiens. Phi. Enfin, df sur des taux. Ah, c'est peut-être... Ouais, je vais le faire comme ça, d'accord. Oui. Donc, vous voyez, l'équation de la dynamique du fluide, ça y est, on l'a. On l'a et on l'a eu en 2 lignes. Hein. On écrit que mdv sur dt, c'est somme des forces, et on écrit ce que comment la dérivée particulière s'écrit en fonction de la dérivée, des dérivées locales du champ de vitesse. Donc il n'y a rien, d'accord ? On a juste écrit la loi de Newton. Donc maintenant, toute la question, ça va être de déterminer les forces qui s'exercent sur le fluide par unité de volume. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme forces qui peuvent s'appliquer sur un fluide ? Pression. Alors, effectivement, il y a force de pression. Quoi d'autre ? Ah, je le note, mais je mets un... Donc, Eh oui, le point, c'est que la poussée d'Archimède, ce n'est rien d'autre qu'une résultante des forces de pression. Donc ça, ce n'est pas un truc en plus. Ça, on va dire que ça donne naissance à l'échelle macroscopique, enfin à l'échelle du corps qu'on considère, ça donne naissance à ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, mais ce n'est rien d'autre que les forces de pression. Donc sur un petit volume des taux de fluide, là, des x, des y, des z, donc il s'exerce des forces de pression qu'on va calculer tout de suite. Quoi d'autre ? Ah non, c'est quelque chose de différent. Il y a effectivement le poids, enfin, ou la force de pesanteur, si vous voulez. Hein ? Il y aura chacun des poids, des petits volumes au-dessus. Oui, alors après, on va regarder justement par exemple à l'équilibre, vous allez avoir le poids qui doit être compensé par les forces de pression, s'il n'y a que ces deux forces-là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme force ? Il peut y avoir des genres de frottement. Alors je vais noter frottement. Et ça, c'est ce qu'on appelle les forces de viscosité. Le fait qu'un petit élément de fluide peut frotter sur celui d'à côté, s'ils ne vont pas à la même vitesse. Alors on verra comment exprimer ça, peut-être pas aujourd'hui, mais... Hein, donc si vous avez deux particules de fluide qui vont à la même vitesse, bon bah très bien, il ne se passe rien. Mais s'il y en a une qui veut frotter qui ne va pas à la même vitesse, c'est comme si elle allait frotter sur l'autre.
Et donc là, il va se manifester effectivement des forces de frottement internes au fluide, non pas du fluide sur la canalisation qu'il contient ou sur un support, etc., mais entre deux petites particules fluides, entre deux couches de fluide, enfin voilà. Oui, alors ça va dépendre justement du gradient de vitesse, et avec un coefficient devant qu'on appelle la viscosité, tout simplement. Donc phénoménologiquement, c'est très simple, et on verra comment l'écrire. Alors, oui, les forces d'inertie, si on n'est pas dans un référentiel galiléen, parce que là, on s'est mis dans un référentiel galiléen, mais en fait, non, on ne s'est pas forcément mis dans un référentiel galiléen, parce qu'on est juste parti de la loi de Newton, qui n'est valable que dans les référentiels galiléens, mais aussi dans les référentiels non galiléens, à condition d'ajouter là les forces d'inertie. Pas qu'à cela ne tienne. De là, on a tiré ça. Si on était dans un référentiel non galiléen, on aurait la même chose, avec simplement ici la densité de force d'inertie associée. Donc on peut quand même écrire ça dans le référentiel non galiléen, à condition d'inclure dans les forces d'inertie. Donc il peut effectivement y avoir parmi toutes ces forces qui peuvent s'appliquer sur le petit élément de volume, les forces de pression, le poids, des forces de frottement interne, et puis aussi, pourquoi pas, bien sûr, des forces d'inertie, c'est-à-dire Coriolis, force d'inertie d'entraînement, enfin standard, quoi. Vous aviez levé la main. Oui. Quand on est juste dans ce cas-là, dans un référentiel galiléen, ce qu'on appelle l'inertie, c'est pas plutôt la partie qui est à gauche? Oui. Oui, enfin ça c'est la masse inertielle, effectivement, mais je pense que votre collègue, c'était vous, je ne sais plus, qui parliez des forces d'inertie. Je ne sais plus, enfin bref. Voilà, c'était les forces d'inertie au sens de quand on change de référentiel. Mais sinon, oui. Le terme inertiel, effectivement, c'est celui-là. Je suis d'accord avec vous. Bon, voilà. Quoi d'autre? Je dirais qu'il peut y avoir aussi des forces électriques, par exemple. Hein, si votre fluide est chargé et que vous êtes dans un champ électrique, vous allez avoir des forces électriques qui vont se traduire par une certaine force par unité de volume. Et voilà. Donc, plein d'autres forces sont possibles. Les lois de Newton nous disent que ça est égal à la somme des forces qui s'exercent dans le volume, enfin par unité de volume, en ce point-là. Voilà. Donc la physique du fluide, conceptuellement, c'est totalement immédiat, c'est exactement la même chose que la physique, la mécanique du point à la Newton, sauf qu'il y a plein de points, et donc il ne faut pas juste résoudre cette équation pour la particule qu'on considère, mais pour tous les lieux du fluide, c'est-à-dire que ce V ici, c'est le V de l'air, c'est V de R et de T, V de R et de T, V de R et de T, et ça, c'est les forces en R à l'instant T. Voilà. Mais il n'y a pas de difficulté conceptuelle. On ne fait rien de nouveau quand on fait des fluides au niveau conceptuel. Alors ça, effectivement, ça s'appelle l'équation de l'air. Et vous voyez qu'on l'obtient en écrivant la dérivée particulière de Lagrange. Donc les deux points de vue ne sont pas contradictoires, bien sûr. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est exprimer ces forces de pression, ces forces typiques qu'il peut y avoir pour les fluides. Et donc, effectivement, une force qui va jouer un rôle très important, ça va être la force de pression. Mais peut-être on va commencer par la plus simple de toutes les plus simples, le poids. Oui? Est-ce que c'est possible, si c'est pas trop long, ouais, de faire le lien entre l'équation de l'air et l'équation de Navier-Stokes? Ah ben, c'est l'équation de Navier-Stokes. Simplement, dans l'équation de Navier-Stokes, on précise ce que vaut la force de pression, ce qu'on va faire tout de suite, et on précise ce que vaut la force de viscosité, ce qu'on fera soit tout de suite, soit quand on... Je ne suis peut-être pas trop chargé aujourd'hui là-dessus, mais il y a une expression de la force de viscosité, il suffit de la mettre là, et ça devient l'équation de Navier-Stokes. Donc c'est des équations de Navier-Stokes, c'est pas... De toute façon, hein, comme toujours, il n'y a qu'une seule équation, c'est Newton. M dv sur dt égale somme des forces, c'est tout. Il n'y aura jamais rien d'autre, c'est comme ça. Enfin, tant qu'on fait de la physique classique. Ok, alors, je vous propose de commencer par le poids. Parce que ça, c'est très simple. Quelle est la force par unité de volume
associé, enfin, quel est le poids par unité de volume du fluide. Bon, bah, dans le volume d'étau, le volume d'étau est soumis à son poids, et qui vaut quoi? Qui vaut, je l'appelle P, c'est pas la quantité de mouvement, c'est le poids, hein, d'accord? Je vais mettre un grand P si vous préférez. Bah, qui vaut la masse, dm fois g, pas très compliqué, et dm c'est justement ρ d'étau. Par conséquent, le poids par unité de volume, bah, c'est ρg. D'accord? Ah oui, enfin, d'accord. Celle-là, on me l'avait déjà faite, hein, par contre. Bon, voilà, très bien. Donc là, il y a déjà une force qui sera toujours là, qui sera ρg. Très bien. Ça, c'est réglé. Passons aux forces de pression. Ah! Qu'est-ce que la pression? On n'a pas encore rencontré la pression. Enfin, cette année, ensemble. J'espère que vous l'avez déjà rencontré de votre côté. Alors, on n'a pas encore fait la thermo. Donc, on va parler de la pression cinétique. On n'a pas encore fait la thermo, mais vous devez savoir que la force de pression, par exemple, que l'air exerce sur le mur, sur le tableau ici, est simplement liée au fait que vous avez des molécules d'air qui viennent taper sur le tableau et qui rebondissent. D'accord ? Si vous avez une paroi, dans un récipient, si vous avez une paroi imperméable, la molécule ne passe pas à travers, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une particule arrive sur la paroi, eh bien, elle repart dans l'autre sens. Ça veut dire que sa quantité de mouvement change. Elle allait par là, maintenant elle va par là. Donc elle a subi une force. D'accord ? Delta P égale somme de force fois dt. Donc vous avez un choc, même si vous voulez, on peut le traiter comme ça. Donc vous avez ici une force qui s'est exercée de la paroi sur la molécule. Loi des actions réciproques, si la paroi exerce une force sur la molécule exerce une force sur la paroi. La paroi exerce une force par là sur la molécule exerce une force par là sur la paroi. C'est aussi simple que ça. Alors, quand vous avez un très grand nombre de molécules qui viennent rebondir sur la paroi, chacune avec sa propre vitesse, eh bien vous pouvez faire le calcul en moyenne pendant un temps dt, combien de molécules viennent rebondir, avec quelle vitesse, et vous en déduisez la force exercée sur la paroi. C'est aussi simple que ça, il suffit de le faire. Si on connaît la distribution de vitesse dans le gaz ou dans le fluide, il suffit de faire cette somme, une intégrale que vous pouvez faire, ça prend 5 lignes, et vous avez le résultat, et vous trouvez que... Alors, vous trouvez une première chose totalement évidente, c'est que si j'ai une certaine force qui s'exerce sur une surface S de paroi, si je prends la force qui s'exerce sur une surface 2 fois plus grande, la force est 2 fois plus grande. Si je prends sur une surface 7 fois plus grande, elle est 7 fois plus grande la force, évidemment. Donc la force est proportionnelle à la surface, ça va de soi. Puisque si vous prenez une surface plus grande, il y a plus de particules qui rebondissent, c'est directement proportionnel. Donc la force qui s'exerce est proportionnelle à la surface, et bien le coefficient de proportionnalité, c'est ça qu'on appelle la pression. Et vous savez qu'on peut faire de la surface un vecteur, on peut définir un vecteur surface, qui est le vecteur qui a pour norme la surface, et pour direction la perpendiculaire à la surface en question, à l'endroit où on se place. Donc en fait, je devrais l'écrire comme ça, infinitésimalement, parce que si on a une surface courbe, en chaque point, il y a un plan tangent, et donc infinitésimalement, vous pouvez considérer que c'est un plan, et donc la surface le vecteur surface est orienté orthogonalement. Oui ? Non ? Oui ? En fait, je pense à un cas particulier où je me demande si c'est bon, mais ça doit être bon. Quand on a un cube rempli d'eau et qu'on étudie une des faces latérales, ouais.
Et ben, en fait, on aura beau avoir la face qui est plus grande, comme l'eau, elle n'a pas la même pression à tout niveau. C'est très juste. Ça va pas être exactement. Vous avez raison. C'est pour ça que c'est vrai infinitésimalement ici. Parce qu'effectivement, mais la seule raison, c'est parce que ouais, on y reviendra. Il y a un exercice là-dessus. Mais effectivement, ceci est vrai tant que les conditions ne changent pas quand on augmente la surface. Donc on est toujours sur des éléments infinitésimaux. Par définition de cette échelle mésoscopique, c'est que même si on prenait le double ou même 1000 fois plus, ce serait encore pareil, ou 1000 fois moins, ce serait encore pareil. Il y a tellement d'échelles entre le microscopique et le macroscopique qu'on peut prendre une échelle intermédiaire et la varier un peu, ça ne va rien changer. Ça reste microscopique à notre échelle, mais ça permet vraiment de faire une moyenne qui a un sens. Donc effectivement, ce que vous dites est tout à fait correct. Ceci est vrai localement. df est proportionnel à ds. Si vous divisez par 2, ça fera 2 fois moins de force. Et le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la pression. Donc ça, c'est la définition de la pression cinétique, dont vous verrez en thermodynamique, par exemple, que pour un gaz parfait de densité n et de température T, cette pression s'écrit en fait, vous le savez, NKBT, absolument, NKT, enfin KB ou KB, la constante de Boltzmann. Donc la pression est proportionnelle à la température en l'occurrence. Mais il suffit, enfin le truc c'est que si vous changez la température, vous changez la vitesse des molécules, et donc si vous augmentez la température par exemple, en moyenne les molécules vont plus vite et donc ont besoin d'une force plus grande pour rebondir, et donc exercent une force plus grande qui est de dire, il suffit de faire le calcul et vous voyez que c'est proportionnel à T. Avec comme coefficient exactement ça. Ça se calcule vraiment from scratch en quelques lignes. J'ai dû faire une petite vidéo où je fais le calcul explicitement sur la chaîne. Mais vous le ferez peut-être aussi en cours de thermo. Vous ferez ça, je pense, début décembre. Ce ne sera pas avec moi. OK. Bien, alors, regardons maintenant la résultante des forces de pression sur un petit cube de volume. Ah, j'ai effacé l'équation de l'air, c'est pas grave, on la réécrira. Donc, je prends un petit cube. dx, dy, dz. Et je veux calculer la résultante des forces de pression sur ce petit cube. Alors c'est simple, hein, c'est la force de pression qui s'exerce sur la face du bas, plus celle qui s'exerce sur la face du haut, plus celle qui s'exerce sur la face devant, derrière, à gauche, à droite. Okay, bon, on va commencer par... j'ai assuré les deux, celle du bas, celle du haut. Donc on va faire le bilan entre ce qui s'exerce en bas et ce qui s'exerce en haut. Alors, vous avez ici une petite pression de ce qui est en dessous sur le cube. Et puis là, vous avez une pression de ce qui est au-dessus sur le cube aussi, qui est dans l'autre sens, évidemment. Alors, que vaut la résultante ici? Eh bien, vous avez... Alors, c'est quoi cette force-là? Alors, je vais dire qu'ici, je suis au point M. Le point M a pour coordonnées X, Y, Z. Et donc là, je suis en X, Y, Z plus DZ. D'accord? Ce point-là. Bref, je suis à la hauteur Z plus DZ ici, et là, je suis à la hauteur Z. Quelle va donc être la pression ici, si je prends l'axe UZ ici, enfin le vecteur UZ comme ça, orienté comme ça. Donc voilà, c'est la pression en XY Z plus DZ fois la surface, et attention, c'est suivant moins UZ. La voilà cette force. D'accord? Et celle-ci, elle vaut quoi? Bien, elle vaut la pression à la hauteur Z fois la surface. Et cette fois, c'est dirigé vers plus UZ. Et que vaut cette surface? Ben, la surface ici, en fait, c'est dx, dy.
D'accord? Donc, la résultante des forces de pression, c'est, suivant l'axe Z, moins P de x, y, z plus dz, moins P de x, y, z, tout ça fois dx, dy, uz. OK? Sur les autres faces, bon, bah, on ne va pas le refaire, ça va donner exactement pareil en changeant les x enfin les z en x ou en y. Hein. Je peux faire exactement le même bilan. Et donc, je vais avoir moins p en y plus dy moins p en y. Et cette fois la surface que je vais assurer en bleu, ici, puis là aussi, bien sûr. Cette surface-là, c'est dy, dz. Et ça, c'est suivant uy. Et puis, la même chose. Oui, enfin. Oui, suivant y, c'était celle devant, celle derrière. Mais bon. OK. Et donc là, x plus dx, yz, moins p de x, yz. Et cette fois, c'est dx, dy, pardon, dz, dy, dz, ux. Voilà. Bon, bah, si je divise tout ça par dx, dy, dz, c'est-à-dire par d taux, c'est dx, dy, dz, bien sûr, hein, le volume élémentaire, je vais avoir des forces de pression sur des taux, c'est-à-dire la force de pression par unité de volume, qui vaut moins. Donc si je divise tout ça par dx, dy, dz, je vais avoir ça sur dz. Donc, uz. Alors évidemment, à chaque fois, c'est x, y. Je note que celui qui varie. Moins... Bon, c'est assez évident. Hein. Je prends mon temps pour écrire tout ça pour que vous le voyez bien, mais c'est peut-être inutile. Et donc ça fait moins... Si je prends la limite infinitésimale, ça fait moins dp sur dx ux plus dp sur dy uy plus dp sur dz uz, hein, par définition de la dérivée partielle ici. Autrement dit, c'est moins le gradient de la pression. Tout simplement. Donc la résultante des forces de pression sur un petit volume élémentaire d taux, c'est moins le gradient de la pression, en ce point-là, au point R. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué. À nouveau, c'est deux lignes. Hein. Il suffit d'écrire la résultante sur chacune des petites faces. Et on trouve que c'est moins le gradient de la pression. Oui. Ah, c'est le dx là. C'est ça? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est une résultante de force surfacique qui devient une force volumique. Donc là, il y a le théorème de Green-Ostrogradski derrière tout ça. Hein. La somme des forces sur la surface, c'est la somme sur le volume du gradient de la chose qui est sur la surface. On verra ça en électromagnétisme, mais effectivement, ceux qui ont bonne mémoire se souviennent de ça.
Bon. Est-ce qu'on écrit tout de suite les forces de viscosité et ce sera fait? Allez. Allez, soyons fous. Je peux effacer ça, hein, oui, on est d'accord. Alors, la force de viscosité, c'est un petit peu plus délicat à établir, mais je vais juste vous donner les formules intéressantes. Une façon de mettre en évidence les forces de viscosité, c'est ce qu'on appelle l'écoulement de couette, par exemple. Vous mettez du fluide, alors visqueux, c'est-à-dire pour lequel vous ne pouvez pas... Alors tous les fluides sont visqueux, mais certains le sont plus que d'autres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déplacer deux couches de fluide l'un par rapport à l'autre sans qu'ils s'exercent une force l'un sur l'autre. C'est-à-dire que le fluide, normalement, chaque élément de fluide, chaque particule fluide est libre de se déplacer. En pratique, il y a quand même un petit peu de frottement sur les particules, sur l'environnement. Et donc, si vous avez un écoulement simple comme ça, horizontal, vous avez une plaque ici fixe, enfin en tout cas dans le référentiel dans lequel vous travaillez. Et puis, vous mettez cette... Donc là, il y a du fluide. Ouais, enfin, ça va être pas clair très vite, mais... Enfin, il y a du fluide, enfin, je vais faire comme ça. Vous avez une plaque là, il y a du fluide, vous avez une autre part, vous posez là au-dessus du fluide. Donc imaginez que vous avez un fluide de l'huile, un truc visqueux, et vous voulez mettre en mouvement, le fluide, comme ça, enfin, la plaque qui est touchée au fluide. Alors la viscosité fait que le fluide va être collé à la plaque, c'est-à-dire il ne glisse pas sur la plaque. D'accord ? C'est comme si ça collait, enfin. Donc, si j'entraîne la plaque comme ça, je vais entraîner la couche du haut du fluide à la même vitesse que la plaque. Mais du coup, elle ne va pas avoir la même vitesse que la couche du dessous, etc. Parce que la couche de tout en bas, elle aussi, elle va être collée à la plaque du bas qui ne bouge pas. Donc, il va y avoir un gradient de vitesse entre la vitesse du haut, qui va être la vitesse de la plaque, et la vitesse du bas, qui va être la vitesse 0 dans ce référentiel-là. Et ce qu'on voit, c'est que pour faire ça, eh bien, il faut exercer une force, c'est-à-dire que il y a des frottements internes entre les couches de fluide qui font que si je le lance, ça va finir par s'arrêter. C'est-à-dire si je veux continuer à vitesse constante, il faut que j'exerce une force qui s'oppose aux forces de frottement. Exactement comme un frottement fluide. Si je veux tirer un truc alors que ça frotte, il faut que je continue en permanence de le tirer parce que sinon, enfin, il faut exercer une force qui va compenser la force de frottement. Alors, ce qu'on constate, mais ce n'est pas très surprenant, c'est que donc, si je regarde la force à exercer pour tirer avec une certaine vitesse V ici, cette plaque, et donc la couche de fluide qui est en contact avec cette plaque, qu'est-ce que j'ai dit? Pour communiquer, je reprends, pour communiquer, oui, c'est ça, une certaine vitesse V à cette plaque et donc à la couche de fluide qui est en dessous, il faut tirer avec une certaine force F, qui vaut quoi? Eh bien, cette force, sans surprise, alors elle est proportionnelle. Alors d'abord, elle est proportionnelle à la surface de la plaque. Si je prends deux plaques au lieu d'une, il faudrait tirer 2 fois plus. Donc ça, c'est proportionnel à S, il y a aucune, c'est comme pour la pression. Évidemment, c'est proportionnel à la surface. Mais c'est aussi proportionnel, alors on a envie de dire, à la différence de vitesse. Mais en fait, on le conçoit bien que s'il y a une grande épaisseur, ça va être plus facile de maintenir une certaine vitesse que s'il y a une toute petite épaisseur. Parce qu'en quelque sorte, les variations de vitesse vont se répartir sur une plus grande distance. Et donc, entre deux couches voisines de fluide, il y aura une plus petite différence de vitesse si j'ai une grande épaisseur ici que si j'en ai une petite. Et donc, ce qui va compter, ça ne va pas être cette vitesse-là, ça va être la vitesse divisée par h. D'accord ? C'est-à-dire le gradient de vitesse, en fait. Donc, ce qui va jouer, c'est dv sur dz.
Alors, si j'appelle ça Z, et si j'appelle ça X, la direction de la vitesse. Donc la force à exercer, ça va être dans la direction où je veux faire déplacer le fluide, bien sûr. Ça va être proportionnel à la vitesse. Ça va être proportionnel au gradient de vitesse. Et donc il y a un coefficient de proportionnalité. Ce coefficient de proportionnalité, on l'appelle viscosité. D'accord ? Alors, je vais le noter mu, parce qu'on le note souvent mu. Donc ça, c'est la définition de la viscosité. Alors c'est ce qu'on appelle le coefficient de viscosité dynamique. Ça peut être état, si vous préférez que ce soit état. Ouais. Oui. Quand on lâche, admettons, un corps dans l'eau, Ouais. le corps il a la même vitesse, quelle que soit l'altitude ou la vitesse diminue? Ah, je pense que c'est... Si vous le lâchez sans vitesse initiale, il va accélérer. Mais il va atteindre une vitesse limite s'il y a des frottements visqueux, parce que la force va être proportionnelle à la vitesse. En fait, on peut le montrer. En tout cas, dans une large gamme d'écoulement. Du coup, vous allez avoir mdv sur dt équivaut mg, son poids bien sûr, moins justement un coefficient, là, je vais l'écrire état, fois la vitesse. Du coup, ça vous la reconnaissez cette équation. D'accord? C'est l'équation comme la charge du condensateur, etc. Donc on va atteindre une vitesse limite qui va être mg sur état, pas de mystère. Hein? Quand v est constante, on voit tout de suite ce que va valoir v quand v est constante. Et donc on va atteindre exponentiellement rapidement cette vitesse, en norme. D'accord? Avec une échelle de temps qui vaut quoi? Qui vaut mg, qui vaut m sur état. D'accord? Hein? Donc c'est standard. Bien, alors, donc ça s'appelle la viscosité dynamique, par opposition à la viscosité cinématique, qui est simplement ça divisé par ρ, pour des raisons qu'on va voir apparaître tout de suite, c'est pas un problème. Enfin, disons, voilà. Donc, est-ce que vous comprenez intuitivement l'origine de cette viscosité, l'origine de cette formule, hein? C'est la force exerce bien sûr dans la direction du déplacement relatif des couches de fluide, et elle est d'autant plus grande que la différence de vitesse est grande, mais pour une hauteur donnée, c'est-à-dire c'est le gradient qui compte. Elle est évidemment proportionnelle à la surface, et il y a juste un coefficient de proportionnalité qu'on appelle viscosité. Voilà. C'est une force de frottement, ça? Donc alors là c'est un tout petit peu délicat, c'est la résultante de tous les frottements entre toutes les couches élémentaires de fluide. Mais c'est quoi une couche de fluide? C'est un concept un peu... Mais vous pouvez considérer deux parties du fluide, celle d'au-dessus et celle du dessous, en mettant une limite arbitraire. Et là, vous pouvez dire que celle du bas frotte sur celle du haut. Mais en même temps, si vous mettez la limite un peu plus haut, cette couche-là qui... Donc, qu'est-ce que c'est qu'une couche? C'est des concepts qui ne sont pas... Enfin, il faut faire attention quand on l'écrit. Mais en tout cas, ça, je dirais, c'est une évidence phénoménologique. En tout cas, on le vérifie. Hein. C'est-à-dire que ça a été fait, ça. C'est-à-dire l'expérience, vous la faites et vous voyez exactement ça. Hein. Donc, c'est un constat. Encore une fois, ça, c'est pas une force fondamentale. C'est une force phénoménologique qui apparaît, qui est la résultante de tout un tas de choses qui se passent à l'échelle microscopique. Et il n'est pas étonnant qu'en moyenne, il y a un truc proportionnel à S, ça c'est complètement évident, et que ce soit proportionnel au gradient, c'est pas du tout étonnant. Et effectivement, c'est le cas avec un coefficient ici. Ça aurait pu être proportionnel au carré, après tout. Why not? Bon, il se trouve que non, c'est directement proportionnel au gradient. Bon. Alors, oui, vous, qui? Vous battez pas? Moi, ce qui me surprend, c'est que la force de frottement soit dans le sens du mouvement.
Non, 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 c'est pas la force de frottement. Ça, c'est la force avec laquelle il faut tirer. Donc, la force interne, les forces internes sont opposées à ça. Donc, là, c'est la force qu'on applique. Si vous voulez dire la force avec laquelle le fluide résiste, ce sera moins ça, évidemment. Hein. Mais ça, c'est sur une dimension. Ce qu'on va écrire maintenant, exactement comme j'arrive tout de suite, exactement comme on l'a fait pour la pression, où on a des forces de pression à une interface, et après, si vous voulez, sur un volume, bah, vous faites la résultante sur toutes les faces. Là, on va faire pareil. Ça, c'est ce qui s'oppose à un cisaillement, on appelle ça cisaillement comme ça, au sein du fluide. Mais évidemment, dans un écoulement, ça peut cisailler dans toutes les directions, et ce qui va compter, c'est la résultante de ça. Eh bien, la résultante de ça, je réponds d'abord à votre question. Vous avez dit que ça aurait pu dépendre de la vitesse au carré. Enfin, du gradient de la vitesse au carré. Quand on fait des exercices, par exemple, de chute des corps, justement, les forces de frottement, elles dépendent soit de la vitesse au carré, soit de la vitesse en fonction de la densité ou de la viscosité, je ne sais pas très bien. Oui, ça dépend du régime de vitesse. Donc ça dépend du régime d'écoulement, en fait, du fluide autour. Si vous générez des tourbillons ou pas, enfin, ça peut devenir compliqué, la physique des fluides. Okay. Mais dans une gamme de vitesse relativement large déjà, mais pas trop énorme, ça va être proportionnel à la vitesse. Après, ça va tendre à devenir proportionnel à la vitesse au carré. Parce que, ça dépend de la forme du matériau, ça dépend de tout un tas de choses. Et puis évidemment, la transition n'est pas d'un seul coup c'est V, puis d'un seul coup c'est V2. Donc, bon, c'est un peu complexe. Et après, le fait que ce soit proportionnel à V2, c'est qu'en fait, grosso modo, vous avez à lutter contre... Enfin, vous sentez ce qu'on appelle la pression cinétique. Vous avez la... En fait, après, vous prenez les particules, c'est comme si vous faisiez des chocs avec les particules devant. Il n'y a plus l'aspect écoulement où ce que vous perdez d'un côté, vous le regagnez derrière. Enfin, ça peut devenir compliqué. Ça se fait, mais ça dépend de la forme, ça dépend de la nature du fluide. Bon, bref. Donc, non, vous inquiétez pas. Dans un exercice, on vous dira c'est proportionnel à la V ou c'est proportionnel à la V2. Alors, il y a la loi de Stokes qui permet de se démontrer. Donc, sur une sphère, vous pouvez montrer que la force de frottement, là, si vous avez une sphère de rayon R, c'est proportionnel à la viscosité, bien sûr, c'est proportionnel à R, et c'est proportionnel à la vitesse, par exemple. Et ça se montre, il y a un coefficient. Voilà. Mais dans un régime bien particulier, pour un fluide newtonien. Fluide newtonien, c'est un fluide dont la viscosité ne dépend pas de la vitesse, par exemple, parce qu'en plus, ça pourrait dépendre. Donc, ça peut devenir compliqué en pratique. Oui ? Je vais insister sur la question Ouais. parce que ça risque de m'embêter encore plus quand je reviens à l'écrit. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez une force là, donc c'est la force qu'on utilise pour des cisaillements. Ok. Mais alors, c'est quoi le F en dessous ? Non, c'est ce F-là. D'accord. Oui, c'est le F avec lequel il faut tirer pour maintenir un déplacement à vitesse V constante. Et donc, ça veut dire que pour le fluide, comme c'est constant, la somme des forces vaut 0, donc il se manifeste dedans quelque chose qui résiste avec exactement la même vitesse. C'est bien la même chose, Donc oui, c'est bien la même chose. Ok, donc on comprend que la force pour un cisaillement comme ça s'exprime comme ça. De fait, c'est le cas, et ça s'appelle la viscosité. Maintenant, si on fait le bilan... Ah, oui. Vous aviez dit que la force de frottement, on met un mois, je ne sais pas compris, ça Non, c'est-à-dire, ça c'est la force à appliquer à la plaque. Donc, ça veut dire que la force que subit la plaque du fait du fluide, c'est exactement l'opposé de ça. Voilà. Puisque la plaque, elle, est à vitesse constante. Donc, voilà. Ok, donc si on fait le bilan de tout ça, on obtient que par unité de volume, voilà, de même qu'on avait une force de pression et quand on fait le bilan, il apparaît le gradient de cette force de pression, parce que c'est la différence entre ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a devant, ce qu'il y a derrière, etc. Donc on passe
de la pression à son gradient. Là, on passe d'une force qui est déjà le gradient de la vitesse à le gradient du gradient, en quelque sorte, en fait, la divergence du gradient, qui est ce qu'on appelle le Laplacien. Et donc, on trouve que df viscosité ici sur des taux, donc toujours par unité de volume, hein, exactement ce qu'on a fait là, ici. On fait le bilan des forces de pression et on trouve le gradient. La force par unité de volume de la viscosité, eh bien, c'est ce coefficient mu fois le Laplacien de la vitesse au point considéré. Donc ça, c'est df pression sur des taux. Et ça, c'est donc df viscosité sur des taux. Donc par unité de volume, si le fluide est visqueux, si la viscosité est nulle, il n'y a pas de force de viscosité. Enfin, c'est jamais nul, mais dans certains cas, ça va être négligeable, dans d'autres, non. Si donc la viscosité vaut mu, par unité de volume, vous avez cette force qui se manifeste. Et vous voyez qu'elle se manifeste lorsque la vitesse dépend du point. Évidemment, si vous avez un écoulement à vitesse constante, il n'y a rien qui frotte sur rien, et donc il n'y a pas de force supplémentaire. Alors cette force va toujours dissiper de l'énergie, hein, comme un frottement standard solide qu'on a déjà rencontré. Cette force va être responsable d'une dissipation d'énergie dans le fluide. C'est-à-dire que ça va chauffer le fluide d'une façon ou d'une autre. Hein. Vous allez... l'énergie ne va pas disparaître à toutes les échelles, mais elle va disparaître de l'écoulement. Et donc, quand on fera le bilan d'énergie, il faudra tenir compte. Enfin, on verra qu'il y a de l'énergie qui disparaît. Oui. On peut voir la relation entre le Laplacien et Nabla. Oui, alors le Laplacien. Alors, ça, c'est un Laplacien appliqué à un vecteur. Je vais commencer par le Laplacien appliqué à un scalaire. Ça, en cartésienne, par définition, c'est ça. Alors enfin, je dis par définition, j'aime pas trop dire par définition, parce qu'en réalité, oui, ça c'est en cartésien. En fait, donc la définition, c'est la divergence. Si, donc ça c'est scalaire. Donc, c'est en fait, c'est Nabla au carré, le Laplacien. C'est-à-dire, c'est Nabla scalaire Nabla. Donc, le Laplacien de f, c'est Nabla scalaire Nabla de f. Ça, c'est le gradient de f, qui est un vecteur. Et ça, c'est donc la divergence du gradient de f. D'accord ? Donc voilà ce que c'est. Ça, c'est la définition du Laplacien. C'est la divergence du gradient de la fonction dont on parle. Maintenant, ici, comme vous le voyez, on a un Laplacien appliqué non pas à un scalaire, mais à un vecteur. Et donc ça, c'est une écriture qui, par définition, par convention, représente la chose suivante. Je vais mettre pour un vecteur quelconque, A. Ça, par définition, c'est le vecteur en cartésienne qui a pour coordonnées le Laplacien de chacune des coordonnées. Donc c'est le vecteur qui a pour première coordonnée le diff de grade de la coordonnée 1, enfin x, plus, et comme deuxième coordonnée, comme coordonnée y, le diff du grade de la coordonnée y, etc. Donc retenez ça, c'est assez facile en cartésienne. Retenez aussi ça, qu'en fait le Laplacien, c'est rien d'autre que Nabla carré. Enfin, si vous avez ça, vous en déduisez ça, hein, parce que la divergence, c'est d sur dx de la composante x plus d sur dy de la composante y plus d sur dz de la composante z. Donc, comme le gradient, c'est première composante x et d sur dx, donc vous avez d sur dx de d sur dx, bah, c'est d sur dx2, plus d sur dy de d sur dy, donc d sur dy2, etc. Bon. Et vous voyez que ça colle aussi si on écrit de façon un peu légère que Nabla, c'est le vecteur d sur dx, d sur dy, d sur dz, puisque si vous faites
vous mettez ce vecteur au carré, vous prenez sa norme si vous voulez, ou si vous faites ça scalaire lui-même, vous allez avoir d sur dx, 2d sur dx, vous allez avoir d sur dx2, enfin d2 sur dx2, plus d2 sur dy2, plus d2 sur dz2. Donc le Laplacien, en fait, l'opérateur Laplacien, c'est un opérateur différentiel du deuxième ordre, enfin une dérivée seconde, qui est d sur dx2, d2 sur dx2 plus d2 sur dy2 plus d2 sur dz2. Donc vous pouvez l'appliquer à une fonction scalaire ou à un vecteur. Yes. Est-ce que vous pouviez illustrer le Laplacien avec un exemple physique pour s'approprier? Si on avait fait de l'électromagnétisme, je vous dirais que si vous avez une charge Q qui crée un champ scalaire, enfin un potentiel, d'accord ? Vous avez un V au point R, le potentiel à une certaine distance, qui vaut 1 sur 4 pi epsilon 0 R, enfin Q, UR, Q. Ça c'est le potentiel, d'accord ? Eh bien, le Laplacien de V, ici, c'est 0. Alors, c'est 0, sauf en ce point-là où ça diverge. En fait, en électromagnétisme, vous avez que le Laplacien de V, c'est ρ sur epsilon 0, où ρ est la densité de charge. Alors, ça vous dit, enfin, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un truc... Enfin, si, je vais... Ok, bon, non, oublions ça. Enfin, c'est vrai, mais oublions ça. Ça ne doit pas vous parler. La divergence du gradient. Qu'est-ce que le gradient, vous voyez ce que c'est? Il y a un truc qui varie dans l'espace, et le gradient, c'est la direction dans laquelle ça varie le plus, orienté dans la direction où ça varie le plus. Et la divergence, si vous avez... Ouais, si vous avez un champ de vecteurs comme ça, ben là, il diverge, quoi. Et puis, s'il fait comme ça, il converge, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, enfin... C'est avec les tourbillons, d'ailleurs, mais... Oui, alors, les tourbillons... C'est le produit des deux. Donc, c'est la manière dont diverge le gradient. Je sais pas comment le dire autrement, en fait. En fait, moi-même, j'ai pas de meilleur... Oui, non, j'ai pas une image très claire de comment ça se manifeste. Je devrais peut-être, mais... En fait, c'est ça, c'est vraiment la manière dont diverge le gradient. Donc, ça vous parle ou pas, mais... Ouais. Faut que j'y fasse ces dessins horribles parce que... Ouais, allez-y. Non? Sûr? Ok, bref. Donc, on est prêt à résumer la situation. On a juste écrit... Alors, je reprends. mdv sur dt égale somme des forces. Ça, on n'y peut rien. C'est les lois de Newton. Appliqué à une particule fluide qu'on suit dans son mouvement, attention, ça c'est la dérivée en suivant la particule, évidemment. Donc ce grand D, en fait, c'est un D sur dt plus V scalaire nabla. Bon, qu'à cela ne tienne, ça c'est purement mathématique. Vous avez une dérive, enfin la variation de V est liée au fait que ça peut varier parce que ça dépend, ça varie dans le temps, mais ça peut aussi varier parce qu'on se retrouve à un autre endroit où la valeur est différente. Donc il y a un terme d'évolution et un terme de convection. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé ailleurs, on est amené ailleurs où il y a une autre valeur. Donc ça c'est tout à fait clair. Cette équation se traduit en remplaçant grand D par ça. Et puis maintenant, on va s'intéresser à une description continue du fluide en un point donné. Donc cette masse-là, la masse de la particule fluide, ce n'est rien d'autre que ρ des taux. C'est-à-dire, c'est la masse individuelle du petit élément qu'on considère. Donc, de ça, on peut tirer très facilement l'équation du fluide, qui est donc, en divisant tout par des taux,
rho d sur dt, enfin rho dv sur dt, plus, je peux le laisser peut-être comme ça, v scalaire nabla, v, voilà, ça, égale somme des df sur des taux. Et là, maintenant, ça c'est fini. L'équation elle est terminée. C'est l'équation du fluide. Maintenant, on peut spécifier qu'est-ce qu'il y a comme force là. Alors, on a déjà vu quelques-unes. Mettons-les. On a vu le poids. Le poids, on a vu que c'était, par unité de volume, c'était moins ρg, puisque c'est... Enfin, pardon, c'est ρg, puisque c'est mg divisé par des taux, donc ça fait ρ des taux g, donc ça fait ρg. Ça, c'est réglé. On a vu les forces de pression qui sont toujours là, donc ça fait moins gradient de P. Et puis on vient de voir si le fluide est visqueux, c'est-à-dire si on ne peut pas négliger la viscosité, eh bien il faut juste rajouter mu delta V, c'est tout. Hein. Plus éventuellement d'autres forces extérieures. Somme des autres forces, s'il y en a, force électrique ou force... En général, il n'y en a pas tellement, parce qu'à part ça, qu'est-ce qui peut arriver au fluide? S'il n'est pas chargé, il n'y aura pas de force électrique. Bon, il n'y a pas tellement de forces comme ça qui pourraient agir sur... Ah si, il peut y avoir les forces d'inertie, si on n'est pas dans un référentiel galiléen, ça pose aucun problème, il suffit de les rajouter. Hein. Par exemple, si vous avez une force d'inertie d'entraînement, enfin si vous avez dans un référentiel uniformément accéléré avec une accélération d'entraînement AE, eh bien, vous allez avoir une force d'inertie qui vaut par unité de volume, enfin qui vaut moins MAE, qui va donner par unité de volume moins ρ AE. Et vous rajoutez là-dedans moins ρ AE. Et vous voyez que si vous êtes dans un référentiel en chute libre, ça va annuler le poids, que cela ne tienne. Standard. Bon, bref, vous pouvez rajouter toutes les forces que vous voulez. Mais ça, voilà, vous demandiez les équations de Navier-Stokes, les voilà. Hein. Voilà. Ah bon? Je sais pas, parce que ça me fait bizarre dans le relevé de la... Ok, si vous voulez négliger le poids, on peut négliger le poids. Enfin, si le poids est plus grand que le gradient de pression, vous ne pouvez pas. On peut tout imaginer. Enfin, bref, voilà l'équation du fluide. Donc, alors, ce qu'il faut retenir, bon, la dérivée particulière, il faut vraiment avoir compris que la variation d'une grandeur en un point... pardon, la variation d'une grandeur concernant une particule fluide peut être due à la variation de la grandeur tout court en elle-même, parce que ça évolue dans le temps indépendamment de notre mouvement, et ça peut être dû au fait qu'on se retrouve ailleurs et donc potentiellement on a une autre valeur. Donc ça, c'est ça. Variation intrinsèque et variation par déplacement. Donc ça, c'est l'évolution de la situation, et ça, c'est la convection ou l'advection, comme vous voulez. Et puis ensuite, vous avez une somme des forces par unité de volume. Donc, retenez que la résultante des forces de pression par unité de volume, c'est moins gradient de P. Donc, la force de pression, c'est moins gradient de P fois d taux. Et puis ça, et puis la force de viscosité, et puis voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors maintenant, suivant les situations, vous pouvez négliger tel ou tel terme. En particulier, vous pouvez négliger, par exemple, la viscosité dans certains fluides. Mais vous voyez que ça va aussi dépendre de la vitesse, des gradients de vitesse typiques dans le milieu. Alors c'est là qu'intervient le nombre de Reynolds. Peut-être, je ne sais pas quelle heure il est, on va peut-être pas... On n'est pas loin du but, on va peut-être pas introduire ça en plus aujourd'hui, c'est déjà pas mal pour nouvelles notions. Donc, alors, ce mu là, ah pardon, non oui, pas pardon, non c'est bien, c'est très bien. Si, non, ah oui, donc je peux diviser tout par ρ maintenant si je veux, d'accord?
Donc je vire ce... Je le fais là, hein. Vous n'avez pas râlé? Non. Donc là, on a moins gradient de P sur ρ, et là, on a mu sur ρ, et puis là, on a aussi 1 sur ρ. Oublions les autres forces, on va dire qu'il n'y en a pas. Hein. Alors ce mu sur ρ, c'est ce qu'on appelle la viscosité cinématique. Voilà. Ça fait beaucoup de notions, mais il n'y a pas de difficulté conceptuelle. Donc, on appelle viscosité cinématique le coefficient. Alors, on l'appelle nu, par exemple. Ça vous va? Mu sur ρ. Où donc mu est la viscosité dynamique et ρ cinématique. Alors, quelles sont les dimensions physiques de ces coefficients? La viscosité cinématique, alors moi je m'en rappelle parce que c'est l'efficacité du balayeur. C'est des mètres carrés par seconde. D'accord? Donc ça, c'est des mètres carrés par seconde. Est-ce qu'on peut le vérifier là? Oui, parce que, regardez, à gauche, vous avez dv sur dt, donc une vitesse par seconde. Et là vous avez, donc ça c'est le nu, maintenant je peux le réécrire nu ici, si on veut. Vous avez Laplacien de v, c'est-à-dire une viscosité, une vitesse, pardon, divisée, c'est une dérivée seconde en spatiale. Donc ça, c'est une vitesse divisée par des mètres carrés. Pour faire une vitesse divisée par des secondes, il faut bien multiplier par des mètres carrés par seconde. Donc ça a les dimensions en mètres carrés par seconde. Enfin, si vous voulez, c'est du L2 T-1. Donc la viscosité dynamique, si on y revient, on aurait pu le dire tout de suite, tout à l'heure, mais la viscosité dynamique, donc mu, évidemment c'est ρ nu, enfin, ça dépend laquelle vous vous donnez. Cette viscosité dynamique, du coup, c'est des kilogrammes par mètre cube fois des mètres carrés par seconde. Donc c'est des kilogrammes par mètre par seconde. D'accord? Alors, il est plus agréable de l'exprimer comme ou des pascals fois des secondes. Des pascals, c'est la pression, c'est-à-dire c'est une force par unité de surface. Alors, on le voit, ouais, si je remets ici mu sur ρ, hein, on le voit bien ici. Hein, ah oui. Donc, si vous comparez ce terme-là et ce terme-là, qui ont la même dimension, puisqu'ils sont au même rang dans l'équation, vous avez ici un Laplacien, donc ça c'est une dérivée seconde par rapport à l'espace. Là, il y a un gradient. Donc là, il y a 1 sur une longueur en plus. Donc vous avez une vitesse sur une longueur, mu fois une vitesse sur une longueur qui est pareil qu'une pression. Une vitesse sur une longueur, c'est 1 sur la seconde. Enfin, c'est 1 sur un temps. Donc vous avez bien mu qui est une pression fois un temps. Ce qu'on voit là. Alors ça s'appelle un poids-œil. Un pascal seconde ou un kilogramme par mètre par seconde. C'est appelé un poids-œil, du nom de Monsieur Poids-œil, qui a beaucoup travaillé sur la viscosité, et ça se note PL. Oui, avec un nom pareil. C'est vrai, c'est vrai. Mais je crois qu'il est français. Alors on définit aussi le poise, qui est 0,1 poids-œil.
Non, c'est pas très utile. C'est juste que la viscosité de l'eau, c'est 1 centipoise. C'est-à-dire, c'est un millipoiseuil. C'est 10-3 poiseuil. Donc, pour l'eau, 10-3 poiseuil. Ou un centipoise. Et le poise, ça s'écrit PO. Enfin, c'est pareil, c'est poise. Donc, 1 poise. Et je crois qu'on note PO. Ça, c'est un poise. C'est 0,1 poiseuil. Enfin, bon, bref. Mais vous retrouvez les unités simplement en regardant les équations. Hein. Donc, l'eau, c'est 10-3 poiseuil. Donc, c'est visqueux un petit peu, je ne sais pas comment dire. Enfin, ça vaut ce que ça vaut. C'est peu visqueux. L'air, c'est encore moins visqueux. C'est de l'ordre de 10-5. Alors, j'ai noté aussi l'huile. Ça, c'est visqueux, l'huile. C'est à peu près 1. Alors, évidemment, ça dépend quelle huile, ça dépend à quelle température. Vous savez que pour l'huile, évidemment, la viscosité dépend beaucoup de la température. Hein. Si vous chauffez votre huile, elle saute de la casserole facilement. Alors qu'à température ambiante, vous n'arrivez même pas à la vider dans votre casserole. Hein? Et une bonne graisse bien visqueuse, ça peut faire 10 puissance 3 poiseuil. Hein? Donc, suivant les usages que vous voulez, la viscosité, ça peut être très très bien. Bon, c'est des ordres de grandeur de cette viscosité dynamique. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire de tout ça? Oui, juste pour finir et on s'arrête parce que c'est l'heure, je crois. Oh, mais non, même pas! Oh là 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 là, j'ai fait une moto rouler! Ah oui, non, mais c'est très très important. Donc, voilà l'équation complète. Maintenant, l'hydrostatique. L'hydrostatique, c'est quand la vitesse est nulle, d'accord? C'est quand on est à l'équilibre. Enfin, au repos. Alors attention, parce que il faut bien distinguer l'écoulement stationnaire et l'hydrostatique. Un écoulement stationnaire, ça a l'air contradictoire dans les termes. Écoulement stationnaire, si ça s'écoule, c'est pas stationnaire. Donc, ce qu'on appelle un écoulement stationnaire, c'est un écoulement pour lequel la vitesse de l'air... Ah mince, j'ai effacé l'équation, c'est pas grave, on s'en souvient. Donc, écoulement stationnaire, c'est un écoulement qui ne dépend pas explicitement du temps, justement, au sens où on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est quand V de R et de T, en fait, c'est une fonction de R. Ça ne dépend pas explicitement du temps. Mais par contre, chaque particule fluide, si cette vitesse n'est pas nulle, va voir sa propre vitesse changer au cours du temps, juste parce qu'elle va changer d'endroit. C'est ce qu'on appelait permanent ou stationnaire? Oui, permanent ou stationnaire, c'est pareil. On dit plutôt stationnaire, mais... Donc vous voyez que dans le point de vue de l'air, la vitesse est toujours la même, mais évidemment, dans le point de vue de Lagrange, elle varie pour chaque particule fluide, puisqu'elle se déplace. J'en profite pour définir la notion de ligne de courant et la notion de trajectoire, parce que pour un écoulement stationnaire, les lignes de courant et les trajectoires sont identiques, mais sinon, non. Alors, juste, qu'est-ce que c'est une ligne de courant? Donc ça, en fait, c'est le point de vue de l'air. C'est une ligne de champ du champ de vitesse. C'est-à-dire que si vous tracez le champ de vitesse de votre écoulement, en ce point-là, ça va par là, en ce point-là, ça va par là,
En ce point-là, ça va par là. En ce point-là, ça va comme ça. En ce point-là, ça va comme ça. Puis là, ça va comme ça, etc. En chaque point, vous avez un certain vecteur vitesse. Eh bien, vous pouvez relier de proche en proche. Vous pouvez tracer une ligne telle que la vitesse en chaque point est tangente à la ligne. C'est la définition d'une ligne de champ pour un champ vectoriel. Donc là, votre champ vectoriel, c'est le champ de vitesse, qui vaut ce qui vaut en chaque point R à chaque instant. Voilà, donc vous pouvez avoir vous pouvez mettre un obstacle là, par exemple. Vous pouvez avoir des lignes donc ça s'appelle des lignes de courant. Voilà. Vous pouvez avoir des lignes de courant qui ont la forme qu'elles ont. Et ça peut varier au cours du temps, bien sûr. À ne pas confondre avec la notion de trajectoire. Ça, c'est le point de vue de Lagrange. La trajectoire, c'est très simple. Vous prenez une particule fluide et sa trajectoire, c'est la ligne qu'elle décrit au cours du temps. D'accord ? C'est le chemin par une particule fluide au cours du temps. OK ? Alors, quand... Non. Alors, mais quand l'écoulement est stationnaire, alors les trajectoires sont des lignes de courant, et les lignes de courant sont des trajectoires. Mais sinon, non. Ce qu'on comprend très bien, parce que à un instant donné, vous avez le champ de vitesse qui est défini, et donc, si ce champ ne varie pas, évidemment, la particule va, puisqu'elle va toujours se déplacer dans la direction de sa vitesse, par définition, elle va suivre dans son chemin, sa trajectoire, elle va suivre une ligne de courant. Mais si, au cours du temps, cette ligne de courant survenait plus tard, en fait, maintenant, elle est par là, du coup, la particule, quand elle arrive là, la ligne de courant a dévié, elle va dévier aussi. Donc, la trajectoire est une ligne de courant que si les lignes de courant ne changent pas au cours du temps. C'était pas grand-chose. Ça valait les 12 secondes de plus. Voilà, et donc, tant pis, on écrira l'équation de la statique du fluide. Mais en fait, voilà, l'équation de la statique du fluide, c'est ça. Si je mets V égale 0 partout, j'ai ça, d'accord ? J'ai retiré tous les V dans l'équation, et donc il me reste gradient de P égale ρg, et c'est tout. Je ne sais pas si c'est Pascal, mais c'est une évidence. Gradient de P égale ρg. Bon, on y reviendra. Mercredi, donc mercredi, on se voit le matin et l'après-midi après le cours de chimie. Parce que je ne pourrais pas vous prendre la semaine d'après, donc on a combiné ça avec Audrey tout à l'heure. Du coup, cette semaine, il y a mercredi, on a